S'il vous plaît, je vais vous demander de bien vouloir vous rasseoir, car nous avons Philippe qui est là, qui trépigne et qui a quelque chose d'extrêmement important à partager avec vous. Et ce serait vraiment dommage de le louper. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Que je me mette à hurler? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ils ne m'entendent pas, je vais hurler. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on reprend. Merci de vouloir vous asseoir. Oui, je crois, ouais, parce que... Mais non, mais c'est le clou du spectacle, vraiment. Je sais pas, j'ai mis des images déjà. Il n'y a que des images. Non, parce que... Attends. Honnêtement, alors des dessins et des images, honnêtement, il y a une argumentation visuelle à faire en même temps dans le texte écrit. Et j'y crois fermement, et c'est ce que j'ai essayé de faire, tu vois, à chaque fois. C'est très métaphorique, mais ça fait rien, l'argumentation visuelle, ça t'aide les gens. Tu me diras ce que tu en penses, je le fais là. Allez, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Souvent, les gens, ils mettent du texte. Courage, il ne reste plus que 5 heures à tenir. Alors, j'en profite, pendant que vous prenez votre place. Nous arrivons au 4e thème, dont personnellement je ne comprends pas l'intitulé, mais Philippe nous l'éclairera. Interdépendance, enchevêtrement et dynamique, revisiter l'idée d'environnement. Alors Philippe, qui est-il? Philippe est un enseignant-chercheur honoraire de l'INSEP, ancien directeur du laboratoire psychologie et ergonomie du sport, ancien chargé de mission études, ingénierie et innovation. Dans son travail et ses nombreux écrits, il s'est attaché à repenser la construction savante de l'étude des phénomènes en examinant les ressources offertes par les théorisations de la complexité. C'est toi qui as écrit ça, hein, je vois bien. À l'ère de l'Anthropocène, il est attentif à une recherche impliquée, accordant de l'importance aux aspects systémiques des phénomènes émergents, potentiellement illisibles en temps réel et dans nos horizons spatiaux. Alors ce que j'aime bien avec Philippe, c'est qu'effectivement ses écrits, je ne comprends rien, mais quand il parle, je comprends tout. Mesdames, messieurs, je vous laisse en compagnie de Philippe pour vous expliquer ce truc qu'il a élaboré. Salut, une demi-heure. Jérôme, il est toujours gentil avec nous quand même. Merci. Oui, bon, c'est vrai qu'on arrive en fin de journée et que vous devez être fatigué. Mais je vais essayer de vous dire, peut-être en accélérant mes diapos, ce qui m'a amené à faire un titre comme ça. Si vous regardez la science classique, elle vous dit classiquement qu'il faut éliminer tout contexte, et elle a un terme pour ça. Quand on fait une recherche, une étude, elle dit « toute chose étant égale par ailleurs ». Et c'est ce que je vais argumenter. Si toute chose est égale par ailleurs, alors on peut générer des mesures, on peut... Sous le menton. C'est dur. Alors, on peut générer des mesures, on peut générer des statistiques, on peut générer un tas de choses. Puis après, on va dire, on va généraliser. Alors, je pars de ce point... Alors, moi, j'arrive à un certain âge maintenant que j'appellerais caricatural, mais malheureusement, quand je regarde encore les travaux de mon domaine et d'autres, je crois que c'est toujours d'actualité. Alors, ce que je vais argumenter, de manière brutale, je vous le dis comme ça, l'environnement, il n'y en a pas. L'environnement, c'est nous, c'est vous, c'est tout ce que, certes, on a autour de nous, mais ça ne nous environne pas. Au sens de c'est autour. Et si c'est autour, mais Jean-Louis le dit très bien, je le prends tout à l'heure, si c'est autour, eh bien il y a une frontière. La frontière entre la mer et les nuages, le ciel, alors on va dire la mer c'est l'environnement des nuages, ou les nuages c'est l'environnement de la mer. Mais comment vous fixez la frontière, où est-elle? Voilà, donc c'est le genre de questions que je vais essayer de développer avec vous. Mon idée principale, c'est pas de vous donner des solutions, vous ne les aurez pas.
c'est tout simplement partir de l'idée de l'association MCX, qui est tout simplement pour moi un lieu de débat, un lieu de réflexion. J'ai appelé ça, avec des gros mots toujours, des ressources interprétatives collectivement partagées. Et c'est merci à Georges, merci à Frédéric sur le site, parce que c'est un moyen de les partager. Aujourd'hui, c'est aussi un moyen de les partager. Alors, ce raisonnement, pour moi, est prendre l'actualité. C'est aussi pour ça que je l'ai présenté aujourd'hui. Parce que quand même, on est dans ce que j'appelle globalement, et dans le résumé, des problématiques de l'anthropocène. Je ne sais pas comment vous voyez le monde. Moi, je ne suis ni catastrophé, ni rassuré, mais je me dis quand même, il faut peut-être qu'on y réfléchisse pour envisager les possibles qui sont devant nous. Les anticiper, je ne sais pas. Trouver des solutions d'ingénierie, je ne sais pas, peut-être. Mais toujours est-il, je pense qu'on peut se mettre beaucoup à réfléchir. Et peut-être que chacun ensuite en tirera les conclusions pour faire quelque chose. Voilà. Alors, une petite phrase assez pessimiste. Ce qui est nouveau est souvent ce que nous avons oublié. Je pense que sur ces sujets-là, rien de neuf. Je vous assure qu'après avoir travaillé quand même pendant quelques temps, je me trouve complètement presque impertinent à dire tout ça, parce que ça fait au moins une centaine d'années que des gens plus qualifiés que moi interpellent, interrogent sur toutes ces notions. Et puis peut-être après Bergson, 1932, vous voyez, l'humanité gémit sous le poids des progrès qu'elle a fait. Aimez la phrase positive quand même, elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle. Voilà. Donc, pessimiste sur tout simplement le rappel de tous les travaux qui ont été faits, mais on ne peut même plus les citer. Puis en même temps, peut-être encore, si on suit Bergson, on a peut-être encore la main pour faire des choses. J'appuie fort. Continuité. Bien entendu, moi je me situe dans la continuité. Une phrase que 1914 sur les vœux de l'année de Jean-Louis, je n'hésite pas à la citer parce qu'elle était quand même toujours il n'y a que lui pour faire des choses comme ça. En vous présentant ces vœux de vigilance, reliance, travaillons donc à bien penser, c'est ce que j'essaye de vous dire. Et citant Valéry, qui est quand même un auteur un peu intéressant, il faut conserver dans nos esprits, dans nos cœurs, la volonté de lucidité, la netteté de l'intellect, le sentiment de la grandeur et des risques, de l'aventure extraordinaire dans laquelle le genre humain s'est engagé, allant je ne sais où. Et donc, pour moi, c'est important. On ne sait pas où on va, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir, ça ne nous empêche pas de travailler. Et mettons-nous au travail, c'est ce que je vous propose aussi. Alors, il y a un certain nombre de réflexions, je vais passer rapidement, mais je crois que c'est le président des États-Unis qui a dit qu'on abordait un monde nouveau. J'aurais tendance à penser un peu comme lui. Quand on regarde tous les termes que j'ai cités, là, les big data, les intelligences artificielles, il n'y en a pas qu'une, l'homme augmenté, toutes ces questions sociétales, toutes ces questions liées à l'évolution des changements climatiques, l'anthropocène, etc. Tout ça, ça interroge nos façons de penser. Et évidemment, là, je vais discutailler un peu ce qui relève... j'ai du mal. Ce qui relève un petit peu de la pensée académique traditionnelle. Voilà. Mais en même temps, je ne voudrais pas que moi-même, et surtout MCX, soit perçu comme étant on était là et on passe de l'autre côté, symétriquement opposé. Je pense que la pensée traditionnelle, la pensée académique, la pensée positiviste, telle qu'elle s'est manifestée, a produit des choses intéressantes. Et prenons-la telle qu'elle, mais surtout, regardons comment elle est constituée, comment elle fonctionne, pour voir tous les points aveugles qu'elle laisse derrière elle. Et c'est ça mon propos. C'est pas de dire changez, faites plus d'expérimental. J'ai fait une partie de ma carrière comme psychologue expérimental, donc c'est peut-être une contradiction de ce que tu faisais. Mais donc on chiadait les protocoles pour que ça soit bien fait, pour qu'il n'y ait pas de problème derrière. Je ne renie pas ça. Simplement, c'est insuffisant, de mon point de vue, dans le moment où on est. Alors, je vous mets une petite animation, elle s'est arrêtée, là, pour dire, en effet, mais tout ça, c'est une question de point de vue sur le réel. Là, vous avez un homme, un crabe,
Alors, soit vous choisissez de voir un homme, soit vous choisissez de voir un crâne, soit vous regardez le process qui fait passer de l'un à l'autre. En fait, c'est votre choix, finalement. Pareil, rapidement, soit c'est un cercle, soit c'est une selle. Ça dépend en effet du système de référence que vous avez construit pour vous dire que c'est un cercle ou pas un cercle. Voilà. Et je reviens sur une phrase, vous avez cité Miura tout à l'heure, là. Ça m'apparaît important, tu la cites aussi Robert, je crois, les catégorisations et méthodes de qualification des phénomènes ne préexistent pas à l'étude, il faut les construire aussi bien opérationnellement que conceptuellement. C'est-à-dire, en gros, on n'a pas l'outil dans notre poche. Pour faire simple et rapide, on n'a pas l'outil dans notre poche, ou les outils de notre poche, il faut les construire. C'est bien l'objet de l'association MCX. Alors, une façon d'introduire notre questionnement, je fais exprès parce que je savais que vous allez être fatigués, donc il fallait mettre un peu de choses marrantes. 2 jeunes poissons croisent un vieux poisson nageant dans la direction opposée, qui les salue. « Salut les jeunes, comment est l'eau ?» Les 2 jeunes poissons poursuivent leur route pendant un moment, lorsque l'un se retourne vers l'autre et lui demande « Mais c'est quoi l'eau ?» Voilà. Bon, vous voyez, mais c'est quoi l'environnement? C'est quoi ce qui est autour de nous? Et puis alors, de manière peut-être un peu plus sérieuse, dans un bouquin, et je le montre tout à l'heure, si l'être au monde est immersion, penser, agir, œuvrer, respirer sont inséparables, puisqu'un être immergé a un rapport au monde non calqué sur celui qu'un sujet entretient avec un objet, qui est le rapport que la science positiviste nous amène à avoir avec le monde, mais sur celui d'une méduse avec la mer qui lui permet d'être ce qu'elle est. Donc vous voyez arriver avec mes gros sabots, l'environnement, les écosystèmes, l'environnement, je ne l'emploie plus, les écosystèmes nous permettent d'être ce que nous sommes avec grandeur et toute la décadence de la destruction de ces écosystèmes qu'on peut assumer actuellement. Puis une phrase d'Étienne Klein sur le temps, l'existence n'est pas à l'intérieur du temps, l'existence est le temps lui-même. Tout en disant derrière qu'il ne sait pas ce que c'est que le temps. Alors, des ressources pour réfléchir à ça, eh bien, voilà, Jean-Louis, un texte de 97 quand même. C'est à peu près le seul que je citerai, j'oublie pas le reste, c'est le seul que je citerai. Un texte de 97. Les 3 temps de la modélisation des écosystèmes, l'anthropique et le théologique. Je laisse le temps, je me focalise sur l'idée de l'environnement qu'il le reprend. Et donc, je me suis inspiré de lui. C'est pour ça que je dis le passé, il faut le regarder. De l'environnement, retenons alors la complexité et résistons à la tentation analytique familière qui le tient simplement pour le non-système. Cette conception analytique de l'environnement, entendue comme une chose externe dont on est séparé par une frontière rassurante, a certes pour elle d'être compatible avec le dogme de la simplicité, mais il faut bien convenir que lorsque nous avons projet de nous intéresser aux interactions du système considéré avec son présumé environnement, elle s'avère fort inadéquate, voire paradoxale. L'air présumé pollué que je respire dans la ville appartient-il à l'environnement ou à la ville ? En référant notre propos au concept modélisateur d'écosystème, plutôt qu'en parlant d'environnement, c'est ce que je vous invite à faire, défini ontologiquement comme ce qui est dehors, mais aussi dans l'étymologie propre du mot, ce qui nous environne, plutôt que l'explication logico-déductive qui découpe, le concept d'écosystème, ou d'éco-organisation, je préférerais écosystème, le dira plus honnêtement que celui d'environnement. Et puis, Jean-Louis aimait bien aussi citer, je l'ai repris, Yves Barrel. J'ai relu ses ouvrages et je pense que Jean-Louis avait tout à fait raison de s'inspirer d'Yves Barrel, qui était quand même quelqu'un aussi d'assez intéressant dans son domaine. Ce que nous souhaitons discuter, c'est l'exclusion du contexte, j'ai mis entre guillemets, par tradition épistémique et méthodologique. Bon, je passe. Je viens à cette idée d'Abai Simon qui est intéressant pour discuter sur les modélisations et ce que je vais reprendre après dans les propositions finales. Une bonne définition pratique d'un système est qu'il contient les interactions les plus significatives au sein du système lui-même. OK. Mais cette question renvoie quand même à une question pour moi importante. Qu'est-ce qui est significatif dans l'écosystème ? Et en se référant, c'est un extrait d'une phrase de Yves Citon. La définition même de ce qui est pertinent
lors du déroulement d'un phénomène, c'est-à-dire lors d'un processus, ne préexiste pas aux données de l'état initial, puisqu'on peut faire l'hypothèse que certains paramètres, certains événements, certains observables sont générés par le processus même de fonctionnement de l'écosystème. Donc c'est une grosse difficulté des modélisations, c'est de partir d'un état pour générer un process au sein de la modélisation, mais est-ce que le process reste en fit ou en adéquation avec l'écosystème réel était la vraie question de la modélisation, à mon avis. Alors, je vais passer là-dessus. J'ai une argumentation visuelle, peut-être que je vous donnerai le PowerPoint ou je le mettrai sur le site. Les mouvements de décontextualisation ont été nécessaires à la science conventionnelle, toutes choses étant égales par ailleurs, pour exprimer ces principes essentiels. La quantification, le fait one-shot, c'est-à-dire sans process, l'analyse par décomposition, les phénomènes réversibles, c'est-à-dire que la temporalité n'existe pas, quantification et mesures possibles, un monde mathématisé qui oublie le monde phénoménologique, et puis une prédiction à partir de modèles statistiques sur des mathématiques linéaires. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur les principes essentiels ou les présupposés de la science positiviste, qui, je le rappelle, je ne le condamne pas, j'essaye simplement d'en citer ce qui le caractérise. Alors, ça c'est un point important, qui est peut-être un élément de conclusion, vous le partagerez ou vous ne le partagerez pas, c'est l'illusion de la maîtrise. Si on regarde Descartes, enfin si on lit Descartes, l'homme moderne s'est vu par le développement indéfini des sciences et des techniques comme maître et possesseur de la nature. La modernité est fondée sur l'idée d'une amélioration de la nature et d'une illimitation de l'accès aux ressources existantes. On a beau dire tout ce qu'on veut, je crois qu'on est dans ce type de modèle-là, basé sur le début de la science positiviste, qui nous permet de maîtriser la nature. Alors l'absence du sens des limites se manifeste par des perturbations de l'écosystème, rapport du GIEC et bien d'autres. Cet écosystème, traité comme une ressource, la question des externalités, en fait, on ne paye pas le vrai coût des choses. Quand on regarde ce qu'a introduit comme d'éventuels dommages à l'extérieur de ce système, à exploiter sans la prudence nécessaire face à la complexité et à l'enchevêtrement, c'est pour toi, des phénomènes écosystémiques qui résultent de cette exploitation. Alors, je reprends une phrase de Michel Serres, 1974, vous voyez que ce n'est pas tout neuf. Il dit « Il s'agit maintenant de maîtriser il s'agit de maîtriser la maîtrise et non plus la nature. » Ce qui m'apparaît est un programme politique, mais politique au sens noble du terme, presque anthropologique sur les événements qui nous sont à venir. Alors, point de bascule, pour essayer de caractériser l'environnement ou l'écosystème. Petite image en haut, ici, de ce côté-là pour vous, le lointain d'un adulte et le lointain d'un enfant. C'est tiré d'un bouquin de Von Weskul. Le lointain d'un enfant est beaucoup plus large, beaucoup plus lointain, beaucoup plus éloigné que celui d'un adulte. Et je ne sais pas si ça vous parle, mais moi j'ai des souvenirs de vivre dans une maison quand j'étais petit. On sautait des trucs et on se disait oh, mais c'est très haut à sauter. Puis quand je reviens 20 ans, 30 ans plus tard, je me dis mais on s'étonnait de ça, mais c'est pas très haut à sauter. Mais notre rapport au monde à ce niveau-là, il change. Donc je vais développer rapidement, mais parce qu'il faut aller travailler derrière, remplacer l'opposition nature-culture, qui est notre fondement même, anthropologique même, par la synergie dynamique de l'organisme et de l'environnement. Alors, l'écosystème. Donc, appel à la notion de monde propre, c'est la biologie, à l'écologie de la perception, Gibson. Alors, Gibson, rapidement, c'est ce qu'on appelle les affordances, c'est-à-dire on perçoit un monde qui prend sens parce qu'on va pouvoir agir dans ce monde. Donc le monde de l'adulte humain, le monde propre de l'adulte humain, n'est pas le monde de la fourmi, du chien, de l'ensemble des animaux. Et donc il y a une succession de mondes qui sont alors des mondes vécus, des mondes expérienciés. Et si ce terme a un sens, je ne suis pas sûr qu'il en ait un,
Ce n'est pas un monde objectif. Il faudrait revenir sur qu'est-ce qu'un monde objectif. Je crois que ce terme n'est pas bon non plus, puisque en tant qu'humain, je le mets derrière, en tant qu'humain, on ne peut pas s'astreindre de nos systèmes, de nos perceptions, de nos cognitions, de nos cultures, de tout ce qui nous constitue depuis des générations, pour revendiquer une espèce de point de vue distant et surplombant au-dessus de ce qui serait nos écosystèmes. On est dans la boucle, complètement impliqué, cognitivement, émotionnellement, pratiquement, dans ce devenir. Et donc on est tous, de mon point de vue, dans des mondes propres. Et ça a pour moi l'intérêt de le dire, ce constat, si on est dans des mondes propres, dans lesquels, dans une boucle structurée, ce monde propre nous structure, c'est-à-dire organise grosso modo nos actions, et en même temps, nous, on organise le monde propre, vous voyez bien que quelque part, dans la boucle comme ça, on peut peut-être essayer de mettre un grain de sable, de mettre un petit coin, qui fait que la structuration ne se passe pas dans une boucle cybernétique et récursive directe. Toujours de l'argumentation visuelle pour pas développer, enfin pas exprimer tous ces modèles, on ne peut pas le faire dans ces temps comme ça. L'idée que j'ai derrière tout ça, c'est que les hypothèses de stabilité, de régularité, de linéarité, de proportionnalité entre la cause et les faits soulèvent des doutes quant à leur généralisation, car des facteurs apparemment insignifiants peuvent déclencher des changements imprévus et critiques. Alors, ces théories du chaos, c'est les théories dynamiques, c'est les théories d'auto-organisation critique organisée, vous savez, là, le grain de sable sur... ou le grain de riz sur un tas de riz, et à un moment, il y a des éboulements qui se font parce qu'on a rajouté seulement un grain. Et ce qui est intéressant, c'est là, basculement dans un autre attracteur. Et si on regarde un peu quelques expressions des travaux du GIEC, ils sont en train de nous dire que potentiellement, certains paramètres biologiques peuvent basculer dans d'autres types d'attracteurs, mais surtout ne peuvent pas revenir à l'attracteur initial. Et donc ça, pour moi, est intéressant parce que c'est en négation complète avec la pensée positiviste qui a complètement oublié le facteur temps. Alors après, alors attends, il y a quand même une autre chose importante dans ce débat, question sur la causalité. Un point important, peut-être qu'il n'y a pas trop abordé aujourd'hui, je n'étais pas là ce matin, je vous prie de m'en excuser, mais qui est la variabilité des échelles d'intelligibilité. Je pense qu'on a trop tendance, dans les sciences, en psychologie, en sociologie, en économie, à voir le monde comme un monde à plat. Et les idées issues de la complexité, ou de la pensée complexe, j'aime pas le mot, la complexité, parce que la complexité, il y a 36 000 complexités, autant que d'acteurs qui les portent presque. Donc la pensée en complexité amène à dire non, il y a un monde feuilleté, il y a un monde avec des étages. Donc j'ai mis rapidement là, des travaux en géographie sur la ville, avec l'homme, les circulations, et les constructions. Travaux sur les villes. Alors il y a tout un ensemble de géographes qui travaillent là-dessus dans les problématiques de l'Anthropocène. Je pourrais vous les donner au final, et qui sont intéressantes parce qu'elles réinterrogent le modèle de la ville tel qu'on le connaît actuellement. Donc là, il y a des pistes qui ne sont pas simplement des pistes abstraites, qui peuvent déboucher sur des modes d'organisation. Regardez, cet été, on s'est dit il vaut mieux penser des arbres dans les villes que de mettre trop de béton. Enfin, c'est trivial et banal ce que je dis, mais c'est pour montrer que derrière, il y a des idées qui peuvent être prises en cause. Alors, d'un autre côté, tout étant dans tout, mais c'est l'âme de la méduse aussi, quelqu'un qui travaille sur les idées de la complexité. Personne ne croit que la stabilité d'un écosystème à 20 000 variables, il est un peu exagéré, mais quand même, un grand nombre de variables, puisse être prédite par une formule mathématique, même longue de 10 mètres. Donc là aussi, je vais revenir, l'espoir que les mathématiques, science dure et objective, si certains le disent et s'en réclament, je crois que cet espoir, il peut être un peu mis entre parenthèses, tout au moins pour l'instant. Oui, ça va, je vais rester dans les temps. Que retenir de tout ça? Pour faire bref, malgré tout. Rester ouvert à l'intelligibilité, à la compréhension,
de l'émergence des possibles plausibles. C'est pas de la formulation, j'ai pas mis prédiction, c'est pas par hasard que j'ai pas mis prédiction. L'émergence, dans le sens peut-être premier du terme, des possibles plausibles, et là, Jean-Louis me reprenait à chaque fois, c'est plausible, c'est pas possible, c'est plausible, on est d'accord, donc c'est plausible, dans le contexte d'une information qui est la nôtre actuellement, discontinue et incertaine. Et alors là, je vais ouvrir un débat entre, peut-être au sein d'MCX, mais ils savent que je suis attentif à ça, complexité généralisée et complexité restreinte. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal, et j'ai trouvé chez Jean-Louis, je vais dire pourquoi j'ai du mal. J'ai trouvé chez, alors là vous avez, c'est un, de mémoire, c'est un Ecological Complexity in Biosphère, c'est un texte qui est paru l'année dernière, qui veut être descriptif sur ce qu'il est possible d'arriver dans les 30 prochaines années. Tout ça, je peux vous communiquer les références si vous voulez. Et donc, ils sortent des schémas comme ça, avec des attracteurs, des choses non linéaires. Et on pourrait dire, si on suit une complexité, une critique de cette complexité très restreinte, et Jean-Louis nous amène une idée que je voudrais bien qu'on reprenne ensemble, si vous voulez bien, interpréter plus aisément l'exceptionnelle expérience modélatrice accumulée par toutes les sciences pour rendre compte de nos perceptions de l'irréversibilité des actions, dans les, par les, pour les, c'est Jean-Louis ça, écosystèmes auxquels nous nous intéressions. Sciences écologiques, physique, sciences de la cognition, etc., etc. Mais nous livre un patrimoine cognitif d'une étonnante richesse que nous n'avons pas fini d'explorer. Une méditation prolongée sur les expériences théorisées de ces disciplines, méditation avivée par le sentiment de l'urgence que les problèmes dits de l'environnement posent à nos sociétés contemporaines, s'avère à la fois possible et stimulante. Donc, mon débat, il est de dire, c'est l'argument de Jean-Louis, 97, ce texte, je vous rappelle, c'est si on rejette, ce n'est pas le cas de Morin. Morin a un raisonnement beaucoup plus fin et subtil que ce que je vais dire. Si on rejette en disant « Ah, la complexité restreinte, des rétros Satanas », on se prive de 98% des travaux de recherche actuellement qui veulent se situer dans le domaine de des complexités. Et ça, je pense que c'est une erreur intellectuelle. Alors, à dire que ces modèles qui sont produits, on va les adapter et les appliquer tels quels, non. Et vous avez situé tous les arguments pour dire que non. Mais par contre, allez les regarder, les interroger, regardez ce qui s'y joue, regardez comment les variables ont été sélectionnées, où les datas ont été construites, comment, etc., etc. À chaque fois, quels sont les présupposés. Je crois que ça nous ferait tous avancer dans ce que j'appelle des ressources interprétatives et cognitives partagées. Alors, là aussi, je vais me montrer un peu dubitatif sur certains de nos slogans. Là, je vais argumenter une intelligibilité participative à travers la médiation d'expériences de pensée. Ça, c'est la mécanique quantique, c'est les physiciens qui m'ont amené cette idée, mais je ne suis pas le seul, il y a des articles là-dessus, sur la notion d'expérience de pensée. Parce que finalement, des grandes découvertes des physiciens quantiques, avant que ça soit mis en œuvre expérimentalement, c'était des expériences de pensée. Le chat de Schrödinger, c'est une expérience de pensée. Ça n'a jamais été mis en œuvre concrètement. Alors, expérience de pensée utilisant des espaces virtuels d'activité issus de la modélisation ou des jeux sérieux. Et là, je vous en mets, mais on va passer rapidement, je n'ai pas eu le développer, je pense qu'il faut aller voir. Les fameux 2 tonnes de consommation carbone, conscience des enjeux climatiques, ça c'est un site, la fresque du climat qui est repris par le gouvernement dans ses formations de fonctionnaires. Vous avez... alors j'ai mis cela, c'est pas par hasard non plus, parce qu'on passe d'un aspect macro à un aspect micro qui réduit aux notions de territoire, non plus à des aspects très globaux, mais à la notion de territoire. Et là, je l'ai remis aussi celui-là sur un espace particulier, mais proche de la nature, qui est on va dire le monde paysan agrobiologique. Et donc là, je pense qu'on peut trouver non pas des solutions,
Mais partager ensemble, en jouant au jeu sérieux, en faisant marcher ces simulations, en les discutant tel qu'on peut faire dans un système d'animation, je pense qu'on peut trouver là matière à réflexion. Je n'ai pas dit matière à réflexion pour éventuellement, là encore, je reviens, que chacun dans son domaine se dit « Ah, ça peut-être, ça m'intéresse, je vais essayer de… » La question, je l'ai introduite au départ, dans toutes ces modélisations, c'est comme d'habitude, comment c'est fait? Est-ce que c'est une modélisation mathématique basée par exemple sur les équations différentielles? Est-ce que c'est les automates cellulaires? Est-ce que c'est des systèmes agents? Il faut aller voir derrière, je ne l'ai pas fait, puis peut-être que ce n'est pas intéressant, dans la mesure où je dis simplement, pour moi, c'est des prétextes à penser, c'est des prétextes à ensemble partager un concret devant nous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un de nos slogans, c'est comprendre pour faire, et faire pour comprendre. Mais vous vous rendez bien compte que si on se situe maintenant dans un espace-temps qui nous dépasse à hauteur d'homme, je pense que, enfin, je sais pas, moi, à mon âge, je ne verrai peut-être pas les transformations fondamentales dues au changement climatique. Donc, l'espace temporel de l'homme, il est dépassé, de même que l'espace spatial de nos espaces, on va dire francophones, français, ça n'existe plus quand on regarde le macro, voire le cosmique. Et donc, comprendre pour faire, c'est bien, mais en l'occurrence, maintenant, peut-être, modéliser, simuler pour comprendre, et comprendre pour modéliser, simuler. Je vous invite à méditer cette, non pas cette opposition, mais ce petit changement ou ouverture ou agrandissement de nos modes de réflexion. Hop, attendez, là, je vais aller en arrière, je vais trop vite. Alors après, je pense qu'on l'a tous dit à travers l'idée sémantique que tu avances, Robert. Je crois qu'il faut maintenant qu'on fasse attention à notre vocabulaire et trouver, Jean-Louis insistait énormément là-dessus, et c'était pour moi une ressource extraordinaire. Parce qu'à chaque fois que j'envoyais un texte, il revenait en rouge avec changer. Et c'était toujours d'une richesse exceptionnelle. Il faut prendre soin de nos manières de raconter, car c'est le récit qui rend intelligible et pas la bonne définition. Et je pense qu'on peut parler de la complexité, des complexités. Je dirais, moi, je m'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça nous permet comme mode de pensée, comme récit autour du monde, et on ne va pas s'épuiser. J'ai passé une partie de ma carrière à m'épuiser pour définir la notion de compétence, puis on n'y est jamais arrivé. Et là, c'est la même chose, mais François Julien le dit, regardez pas les définitions, regardez plutôt l'émergence de la signification. Alors là, je vous ai mis des rapports du GIEC, un bouquin accessible en ligne, qui est intéressant, rencontre intime de chercheurs avec l'Anthropocène. Je disais tout à l'heure, les chercheurs ont aussi un affect, ont aussi un rapport phénoménologique au monde, et ils vous racontent leur manip quand ils font dans ce bouquin. Il est téléchargeable sur Internet. Et puis, vous avez un Anglais qui a fait un nouveau vocabulaire, vous avez un tas de choses qui vous permettent de réfléchir à ce que vous pouvez dire. Alors j'ai mis, pas par hasard, mais il faudrait bien en mettre d'autres, habitabilité du monde, écosystème, éco-anthropologie, bien commun, multidimensionnalité, effet de seuil. Allez, écoféminisme, on va le mettre quand même, parce qu'on n'a pas trop parlé. Enfin bref, vous voyez, il y a un certain nombre de choses. Et pour conclure, quand même, il faut garder les pieds sur terre. Chaque fois que je faisais une conférence dans mon ancien établissement, il y avait quelqu'un qui me disait « Bah oui, mais il faut garder quand même les pieds sur terre parce que j'avais une réputation d'être un intello. » Alors oui, il faut garder les pieds sur terre. Mais la question maintenant, c'est où? Là, il y a le micro-quantique, généré avec OpenAI quand même. Ça sert à l'intelligence artificielle pour faire des belles images. L'autre aussi là-bas, qui est le Cosmo. Et puis là, l'INSEP, la France, l'Europe. Mais où est-ce qu'on met les pieds? Eh bien, je pense qu'il faut les mettre un peu partout si on veut s'en sortir dans la compréhension des choses. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Philippe. Reste là. Alors, mesdames, messieurs, est-ce que vous avez des questions à poser à Philippe? Où est-ce que vous voulez poser les pieds? Alors, oui. Tiens, prends le micro. Voilà, la personne juste en face. Merci. Tu laisses celle-là, le crabe devenant homme, homme devenant crabe.
J'imagine, oui. Merci. C'est une question un peu triviale à laquelle vous avez partiellement répondu. À propos du viatique, faire pour comprendre et comprendre pour faire, est-ce que vous pourriez confirmer qu'il ne s'agit pas d'une injonction à procéder séquentiellement, faire pour comprendre, puis comprendre pour faire, mais que c'est en même temps? Et le micro pour répondre, s'il te plaît. Oui, mais vous savez, dans les réunions MCX qu'on faisait avec Jean-Louis, ce débat a été posé, parce que quelqu'un comme vous l'a posé sûrement, et Jean-Louis répondait, mais moi je réponds aussi, parce que la réponse est aisée, c'est une boucle récursive, c'est-à-dire que... alors, j'appelle à ce que ceci bouge un petit peu, mais intrinsèquement, je vais vous rappeler la procédure, mais c'est dans l'analyse du travail, parce que je faisais ça à un moment, c'est un classique. Une recette d'IKEA, vous n'êtes pas... Enfin, la recette ou excusez-moi, le mode d'emploi, vous êtes sûrement, mais ce n'est pas forcément avec le mode d'emploi d'IKEA que vous allez monter votre meuble, tout au moins dans un temps raisonnable. Il va falloir que vous fassiez en même temps, que vous reveniez au plan. Et c'est cette boucle récursive, comprendre pour faire, faire pour comprendre, que j'ai en tête et que Jean-Louis avait en tête et qu'on a reprise. Maintenant, je la discute un petit peu, parce qu'à échelle temporelle, si on veut comprendre ce à quoi j'aspire, le monde et les problématiques qu'il y a actuellement, on ne peut pas faire, on peut que simuler. C'est ça que je veux vous dire. Mais simuler nous aidera à comprendre. C'est ça l'évolution qui s'est faite. Et je me demandais, est-ce qu'on ne devrait pas donner une petite priorité pour amorcer la boucle au comprendre avant de faire? Là, je vais vous répondre. Je crois que dans la façon de faire et d'aborder les choses, chacun fait différemment. Il y a des gens qui vont vous dire, maman, il faut que je commence à bidouiller. Et en bidouillant, ils vont se poser des questions et puis ils vont aller voir la notice. Moi, des formations professionnelles, je prends le texte, je le lis et je bidouille après. Je n'ai pas assez insisté, mais j'aurais dû le dire. Nous sommes intrinsèquement tous singuliers dans nos conceptions, etc. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, devant. Le micro arrive. Juste, voilà, c'est bon. Élégamment porté par Soraya, il arrive, Robert. Merci. Tu nous as fait, Philippe, un très bel exposé sur, notamment dans ta dernière partie, ce qu'il faut faire. Ça m'évoque quand même. Non, enfin, tu as évoqué les termes positivement, quand même. C'est une ça me fait penser à une entreprise à laquelle je participe, qui est celle d'un projet qui consiste à envisager les conséquences possibles, l'impact possible du changement climatique pour une station de ski de moyenne montagne dans les années à venir. Question, qu'est-ce que le changement climatique, les effets sur la biodiversité vont faire en ce qui concerne la vie de notre station dans les années à venir, avec un horizon ambitieux 2050. Okay. J'ai participé à une conférence en début d'année avec un très grand vulgarisateur et communicateur sur l'écologie, pour ne pas dire son nom, Cyril Vion, qui a conclu son exposé par « On sait ce qu'il faut faire ». Question, comment se fait-il que, si l'on sait ce qu'il faut faire, les choses ne vont pas plus vite? Donc la question derrière ça, c'est quels sont les obstacles? Est-ce que le vrai problème derrière tout ça, ça n'est pas une compréhension des obstacles et une analyse des obstacles en tant que tels? Et est-ce que nous, en tant que sensibilisés à ce mot que tu n'aimes pas beaucoup, la complexité malgré tout, ne sommes pas en mesure d'apporter quelque chose sur, au moins une réflexion sur les obstacles qui font que le 1,2 degré ou 2 degrés d'ici quelques décennies ne sera pas atteint. Oui, c'est clair. Hein.
Hein? Et donc, est-ce que ce n'est pas ça le problème? Alors, petit rectificatif, je ne vous ai pas dit ce qu'il fallait faire. Parce que j'en suis bien incapable, et en plus, c'est vraiment pas mon mode de raisonnement. Mon mode de raisonnement, tu viens après dans ta question. Mon mode de raisonnement, si je n'ai pas dit ce qu'il fallait faire, je vous dis peut-être que voilà des questions intéressantes à se poser. D'accord. Donc, remettons ça comme ça. Alors après, je reprends ta question sur le fond, sur les stations climatiques, enfin les stations de ski. Je crois que tu es du côté de Salon, je sais pas, des choses comme ça. Non, le Grand Bornand. Grand Bornand, bon, pas très loin. Mais ce n'est pas la seule, c'est-à-dire l'avenir des stations de ski est largement amputé par le fait que la neige va manquer quelque part. Alors, comment aborder ça? Moi, je pense que tu fais des choses comme ça, c'est-à-dire que quels sont les éléments que l'on connaît qui sont significatifs d'une modélisation qui serait intéressante à faire. Mais c'est très difficile, parce que pourquoi? Tu ne l'abordes pas trop, toi, dans tes ouvrages, mais tu as un niveau d'échelle. Ce qui se passe au Grand Bornand, on peut regarder le système comme étant relativement ouvert à son niveau d'échelle et travailler à ce niveau-là. On ne dira pas des bêtises. Je ne crois pas qu'on puisse dire des bêtises. Et là, il y aura, puisque tu parles d'obstacles, il y aura peut-être des choses sur lesquelles on pourra agir. Arrêter de piquer de l'eau partout, enfin, des choses comme ça. Mais pour moi, dans ma réflexion, il y a le niveau d'échelle. Ce qui se passe au Grand Bornand, alors, je ne vais pas vous faire l'effet papillon, mais potentiellement, c'est peut-être à un autre niveau. J'ai beaucoup travaillé les sites de météo pour faire des choses comme ça. Les sites de météo vous le disent, que vous avez un micro-phénomène qui se passe à un endroit, ça génère une perturbation, par exemple avec toute la pluie qu'on a aujourd'hui. Et là, il faut repasser à un autre niveau, ce qui repasse à une difficulté encore supplémentaire sur la modélisation de cet autre niveau et de l'interaction entre les niveaux. Et donc, tu vois bien que je suis totalement dans l'incapacité de dire ce qu'il faut faire, mais moi il me semble qu'on peut ensemble, parce qu'il y a des gens compétents, voilà et tout, on peut ensemble poser des questions. Et alors je ne vous ai pas parlé je n'ai pas eu le temps, j'ai fait vite, d'une modélisation que fait par l'INRAE, et qui s'appelle la modélisation d'accompagnement, comme mode. Je ne sais pas si des gens ont entendu parler de ça. Ouais. Alors comme mode, c'est compagnon de modeling, c'est-à-dire ils travaillent en Afrique parce que les portes sont ouvertes, ils n'ont pas d'obstacles au sens institutionnel, et ils sont appelés là-bas généralement. Et en gros, l'étude principe qu'ils donnent tout le temps, c'est la modélisation de l'épuisement des pâturages en situation. Et donc, savoir à quel moment on met le troupeau, la taille du troupeau, comment on gère la pâture, etc., etc. Eh bien, ils font des modélisations, et c'est du quasi-expérimental, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'en fait, ils font une modélisation, ils laissent le paysan faire ce qu'il a à faire, et ils observent avec les indicateurs. Ce n'est pas important de dire ça, parce que les indicateurs ont évolué en cours de route par rapport aux indicateurs initiaux. Et ils regardent si le système... Alors, ils ont des indicateurs de performance, par exemple, sur la taille de l'herbe ou le nombre de litres de lait des vaches, etc. Enfin, oui. Et comme mode, peut-être une réponse, une partie de réponse. Parce qu'avoir les éléments significatifs pour faire de la modélisation, c'est hyper dur. Et c'est pour ça que j'ai mis l'âme de la méduse. C'est pas en accumulant des données et des données qu'on va s'en sortir. En plus, il faut trouver des indicateurs et des données significatives de réelle transformation dans l'écosystème. Alors, je ne réponds pas à ta question si tu veux, mais au moins je remets l'idée que moi j'ai rien à vous dire pour faire. Merci beaucoup Philippe. Merci, on t'applaudit. Voilà. Dernière ligne droite, y a-t-il encore des moins de 40 ans dans la salle? Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir descendre sur scène. Merci, les moins de 40 ans. Ne trichez pas sur vos âges, s'il vous plaît. Hein, je veux bien jusqu'à 41, mais les moins de 40 ans, Soraya, tu restes avec nous. On va... Et ensuite... Non, Dominique, là, je pense que... Même moi, je vais me barrer parce que j'y arriverai pas. Donc, merci, s'il vous plaît. Alors, pourquoi allez, installez-vous autour du président. Pourquoi on vous invite? Eh bien, parce que deux choses. Tout d'abord, dans le magnifique témoignage de Edgar Morin tout à l'heure, il s'est posé à la fin du film, qu'est-ce qui se passe après? Après Jean-Louis Lemoigne, après lui-même, qu'est-ce qu'on fait après de la complexité?
des recherches, de leurs travaux, etc. D'autre part, donc ne soyez pas timides, mettez-vous autour, vous n'êtes pas tous obligés de vous asseoir, je vais vous amener en cercle. Voilà. On va vous donner des micros après pour que vous puissiez vous présenter. Et avec Michel, au sein de Welcome Complexité, MCX et puis XSHS, j'ai pas oublié aucun X, on se pose tous la question, mais finalement, est-ce que la complexité continue d'intéresser les jeunes, comme on les appelle. Alors, pour moi, c'est vraiment les très jeunes. Pour d'autres, c'est juste des jeunes. Pour certains, c'est très, 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 très jeunes. Voilà. Et donc, ce qu'on voudrait, pour terminer ce colloque, c'est obtenir un petit peu, vous, votre avis. Comment vous avez perçu tout ce qui a été présenté déjà tout au long de la journée? Est-ce que pour vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que certains de vos amis ou de vos connaissances n'y sont pas? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, quelque part, on puisse arriver à les séduire ou à leur parler et venir également compléter la liste de votre présence. Alors, je vais prendre un micro et je vais vous demander de vous présenter les uns les autres et dire qui vous êtes, pourquoi vous êtes là. Et puis, c'est parti. Vous êtes prêts? Allez, Stéphane, c'est parti. Vous avez toute la liberté de faire jusqu'à ce que le temps s'arrête. C'est bon pour vous? Je vais vous mettre une contrainte. Vous avez vu que depuis le début de la journée, je ne fais que ça. Allez, c'est parti, Stéphane. Merci, Jérôme. C'est combien de temps à peu près? Alors, nous avons jusqu'à... Allez, 10... il est quelle heure? 17h. On va se donner 10 minutes de conclusion. Ça te va pour toi? Alors, donc, on va se donner jusqu'à... Allez, on se donne 15 minutes pour vous écouter les uns les autres. Et puis après, il finit parce que je me suis engagé qu'à 18h, vous puissiez prendre le verre de l'amitié ou rentrer chez vous. Allez, c'est parti pour 15 minutes. Allez, c'est parti, Stéphane. Donc, un peu moins de 3 chacun. Merci, Jérôme. Ok, bonjour à toutes et tous. Me présenter rapidement et qu'est-ce que je fais ici. Et puis, je ne vais pas répondre à toutes les questions parce que j'en suis incapable. Donc, moi, j'ai fait un parcours d'abord en biologie, biochimie, physique à usage biomédical. Et puis, je suis parti rapidement en licence 3, entraînement sportif à l'INSEP en partenariat avec l'Université de Créteil. Après, je me suis dit que peut-être les aspects humains, c'était, même si ma passion, c'était la préparation physique, la méthode de l'entraînement, je me suis dit que les aspects humains, c'était peut-être, non pas le maillon faible, mais sans doute le maillon fort du coaching, de l'accompagnement de sportifs. Et donc, je suis parti plus en SHS, j'ai fait une maîtrise en sciences de l'éducation, et puis je suis revenu en STAPS après cette mise à niveau. Et en STAPS, en master, j'ai rencontré Philippe Florence. Alors je l'ai rencontré plutôt intellectuellement que réellement, parce qu'on s'est vu quelques fois en cours, voilà. Mais après j'ai lu un petit peu Edgar Morin également. Et puis tout ça, ça m'a suivi autour de Schoen et puis d'autres auteurs. Et ça m'a suivi légèrement dans une thèse de doctorat. Moi, je travaille autour de la capitalisation des savoirs issus de l'expérience. Et aujourd'hui, je suis donc à l'INSEP avec un travail sur la capitalisation des savoirs issus de l'expérience professionnelle, notamment d'entraîneurs, mais pas que. Comment on peut les capter et les mettre en circulation de manière à ce que ça soit des savoirs inspirants et non prescriptifs, non des recettes pour d'autres entraîneurs. Et puis dans le même temps, je suis sur un master qu'on a en partenariat avec l'Université Paris-Cité. C'est le master sport et expertise et performance, pardon. Et un des parcours majeurs, c'est ASP, accompagnateur scientifique de la performance. Bon, de mon point de vue, il faudrait l'appeler accompagnateur scientifique, expérientiel et discursif de la performance. Mais bon, pour l'instant, c'est scientifique. Et donc, je conclurai par là en disant que du coup, les questions de connaissance de la connaissance, de signification et de sens autour de la performance, autour des datas, autour de tout un tas de choses m'intéresse énormément pour ces aspects professionnels, à la fois capitalisation autour de l'expérience et puis à la fois scientifique, aussi sur le croisement entre science et expérience qui est peu fait, peu discuté, peu travaillé actuellement. Et donc voilà. Et donc demain, pour conclure, demain je parle avec ma chef et je lui dis qu'il faut absolument concrétiser une adhésion à MMCX et on est sur la rénovation du maquette du master et c'est mon dernier mot. Et dans le cadre de la rénovation de la maquette du master, j'ai demandé à skier quelques heures sur l'épistémologie.
Et la rencontre d'aujourd'hui, moi, ça correspond tout à fait à ce que je fais depuis une dizaine d'années. Donc ça matche bien. Et j'ai pas de solution pour attirer les jeunes, à part en parler à 40 jeunes d'un unique master en France parmi des milliers d'autres jeunes. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Oui, on peut les applaudir. Alors, qui es-tu? Bonsoir, je m'appelle Gabriel et je suis venu ici parce que mon grand-père m'a invité. Mon grand-père qui est juste ici, qui est le monsieur qui vous a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Dominique Genelot. Je suis un Genelot aussi, effectivement. Et donc j'ai commencé mon cursus par une école d'ingénieur et je me suis assez vite réorienté vers l'économie et la géographie. Je pense justement parce que l'idée de la complexité, je pense, avait un peu infusé. Je suis un peu tombé dedans comme Obélix tombe dans la marmite quand j'étais petit. Et je pense que je me suis orienté vers les études d'ingénieur avec justement cette envie de comprendre le monde et peut-être de le modéliser, avec cette envie d'avoir justement une connaissance totale et mathématisée du monde. En fait, je me suis rendu compte assez vite que c'était une voie qui était très, très frustrante. Et c'est ce qui m'a donné envie justement d'aller plus vers les sciences humaines et sociales, où justement on cherche peut-être à comprendre en tout cas à mieux prendre en compte la complexité des choses. Je pense que c'est une notion qui a vraiment plein d'avenir et qui justement permet d'appréhender de manière pertinente. On les a déjà mentionnés, par exemple les dérèglements climatiques, mais aussi beaucoup de questions qui nous intéressent aujourd'hui. Donc je pense que c'est une notion qui a tout à fait sa place dans le champ scientifique encore aujourd'hui. Pour répondre à la question qu'est-ce qui bloque, ça va peut-être choquer certains. J'ai pas beaucoup lu Jean-Louis Lemoyne, mais j'ai un petit peu lu Edgar Morin. Et je trouve sa distinction entre complication et complexité assez intéressante. Et à mon avis, un des gros freins à la diffusion de la complexité, c'est la confusion qui est faite entre la complexité et la complication, qui peut être entretenue parfois par une complication en fait, des concepts de complexité. Et je trouve que c'est quelque chose que j'ai un peu ressenti aujourd'hui. Je citerai pas de présentation particulière, mais avec souvent une juxtaposition de beaucoup de concepts qui je trouve, alourdissent et justement compliquent le principe de complexité. Et à mon avis, c'est un défi que vous, peut-être, et peut-être moi un jour, devons relever pour justement permettre au plus grand nombre de s'approprier ce concept-là. Merci beaucoup pour ce partage. Soraya. Bonjour Soraya, donc, je suis la femme au micro depuis ce matin. En fait, du coup, moi, mon parcours est un peu différent. Je suis issue plutôt d'un master en supply chain et achat. Je suis arrivée dans le monde du travail. Enfin, de base, j'ai souhaité travailler en supply chain parce que j'ai toujours été un peu idéaliste et je me suis dit qu'on peut changer les choses et faire en sorte qu'on crée de la valeur, mais on partage cette création de valeur. Donc c'était vraiment cet objectif-là qui m'a poussée à me tourner vers la supply. Je suis arrivée dans le monde du travail avec cette idée où on va venir faire en sorte que tout le monde travaille ensemble et puis on avance un peu tous ensemble et puis le monde un peu des bisounours. Et au final, on découvre qu'il y avait toute une dissonance entre l'amélioration continue et la recherche de performance continue. Et en fait, le monde n'était pas forcément une équation à résoudre, mais il y avait bien des gens derrière. Donc c'est comme ça que j'ai découvert certaines vidéos sur YouTube. Donc je ne sais pas qui envoie les vidéos sur YouTube de XSHS, mais c'est en cliquant sur certains boutons que j'ai fait la connaissance de Michel Payet. Donc merci pour les vidéos, ça a bien marché. Et donc en cliquant sur un bouton, ça m'a fait permettre d'avoir une rencontre et de découvrir la complexité par ce biais-là. Et au-delà de toute cette pensée complexe, moi je tenais à dire, en tout cas pour ma part, ce qui vous réunit aujourd'hui, c'est aussi la rencontre avec Jean-Louis Lemoyne. C'est des liens qui sont partagés et on oublie. Il y a beaucoup de concepts. Pour le coup, quand je suis arrivée aujourd'hui, il y avait beaucoup de cheveux blancs. Je me suis dit, je vais rien comprendre à la journée. J'avoue qu'en fin de journée, je n'ai pas tout compris non plus. Mais au-delà de ça, il y a quand même ce transfert de génération qui est nécessaire parce que vous avez déjà porté des choses, vous avez déjà fait beaucoup de pierres à l'édifice. Maintenant, c'est de pouvoir cheminer avec des personnes qui nous expliquent clairement les choses pour qu'aussi on puisse les assimiler, les comprendre. Et donc cette transmission, elle est vraiment nécessaire. Donc parfois, effectivement, les mots sont très, très, très poussés. La pensée était très, très abstraite. Donc voilà, c'est ce qui permettrait peut-être d'impliquer plus de monde. C'est aussi d'échanger simplement sur des cas pratiques. Donc ce binôme praticien-recherche,
il est vachement intéressant et j'aurais même inclus praticiens, chercheurs, mais également des personnes qui souhaitent s'intégrer, qui ne sont ni praticiens ni chercheurs, mais juste des personnes qui souhaitent suivre ce chemin-là pour plus tard devenir soit l'un, soit l'autre. Voilà. Merci beaucoup, Soraya. Alors, on va passer à Lula. Bonjour, je m'appelle Lula, j'ai 17 ans et aujourd'hui je suis venue plus avec mon père, Michel, pour voir un peu sa vie, ce sur quoi il travaille parce que c'est pas toujours très clair. Et donc, moi dans la vie, je voudrais être réalisatrice plus tard. Je voudrais faire des films, des documentaires ou des films, je sais pas encore. Parce que je trouve que le monde, dans tout son équilibre et tout ce qui est presque parfait, on va dire, qui s'équilibre tout seul, les écosystèmes, tout ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau à observer. Et j'ai envie de pouvoir rendre ça au monde. Et voilà. Donc, je sais pas... Voilà. Donc la complexité. Aujourd'hui, j'ai pas plus que ça tout compris, quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas comprises, mais je trouve ça quand même très intéressant. Et puis en plus, en fait, j'ai découvert juste un monde que j'ignorais complètement parce que voilà. Enfin, pas complètement. Du coup, on en entend un peu parler, mais qui m'échappe un peu. Et je trouve ça bien. Et j'ai envie d'en apprendre plus tard. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, Luna. Alors, on imagine les dîners de famille chez les Genelot, chez les Payet. À vous, mademoiselle. Donc, bonjour, je m'appelle Natacha. Je fais une double licence de droit et de philosophie. Et je suis venue ici parce que, du coup, pour accompagner mon père. C'est vraiment une histoire de famille, c'est bien. C'est une grande famille, hein. Voilà, qui m'a beaucoup parlé de la complexité et j'étais pas sûre de tout comprendre, donc je suis venue ici aussi pour en comprendre davantage avec d'autres points de vue, d'autres façons d'expliquer et d'autres liens avec la complexité du coup, et j'ai trouvé ça intéressant même si je suis pas sûre d'avoir tout compris. Et je pense que pour en parler davantage aux jeunes et autour de soi, c'est bien de faire des liens et de montrer que ça touche différents domaines et que c'est pas quelque chose de complètement abstrait, parce que quand j'en entendais parler au début, complexité, ça me paraissait complètement abstrait. Et finalement, aujourd'hui, je vois que ça touche des tas de choses et voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant. Merci. Alors merci beaucoup, merci à toi. Alors, je tiens à remercier les pères, grands-pères, d'avoir effectivement amené leurs enfants et petits-enfants. Mais je suis sincère quand je dis ça, parce qu'effectivement, oui, vous ne compreniez pas tout au départ. On vous en avait parlé. Vous ne comprenez pas mieux maintenant, mais un peu plus quand même. Et vous faites le relais et je vous remercie. Alors, on va terminer avec vous. Bonjour à tous. Jérémy Agoline et je suis étudiant psy à Genève, en Suisse. Je suis largement soumis à ce qui est proféré dans les amphis comme étant scientifique et comme étant la bonne façon de penser et d'agir, comme étant exclusivement vrai. Il faut savoir que le noyau dur du corps scientifique, la cohorte des tâcherons, est toujours ancrée dans ces certitudes naïves d'un accès direct au monde et de la vérité scientifique. Thomas Kuhn met en évidence que la science fonctionne selon deux modes extrêmement différents. Il y a ce qu'il appelle la science normale, celle précisément que nous présentent les manuels. C'est la face éclairée des sciences. Il y a les périodes orageuses et confuses de ce qu'il nomme les révolutions scientifiques, périodes que les manuels censurent radicalement. C'est la face obscure des sciences. Je suis ici pour échapper à la science normale et pour voir si nous pouvons faire mieux. Merci beaucoup pour ce très beau message. Alors, il nous reste encore 2 minutes avant que nous laissions la parole à Michel Payet. Y a-t-il des choses que certains d'entre vous veulent rajouter ? Merci, c'est un beau mot. Alors, merci à tous. Merci en tout cas d'être venus jusqu'ici accompagnés. Et on va laisser... tu vas donner le micro, s'il te plaît. Merci beaucoup. On va laisser le mot de la fin à Michel.
Je te mets quoi? 2 heures, 1 heure, 15 minutes? Oh putain. Et hop là. Je te mets combien? 15 minutes? Alors, j'avais prévu 15 minutes. Alors, je te mets les 15. Mais j'avais aussi prévu de prendre des notes pendant la journée pour noter notamment un certain nombre de points forts hein, qui émergent. Et du coup, je pense qu'il faut rajouter 3 minutes au moins. Ok. De toute façon, on a dit 18h. Tu as 20 minutes. À 18h, c'est terminé. Allez, 20 minutes. Alors, ça sera terminé à 18h. Je voulais évidemment commencer par les remerciements à l'issue de cette journée, qui ne serait pas ce qu'elle est sans la myriade en fait, des personnes qui y ont contribué. En tête, Dominique Genelot, que vous avez plusieurs fois, mais qui a été aussi l'organisateur du séminaire. Il l'a pris sur ses épaules, il l'a mené de bout en bout. Merci pour lui. Et Dieu sait que pour avoir organisé ce type de choses, je sais la quantité d'efforts que ça demande, y compris parce que ça lui est arrivé, et en fait ça m'est arrivé aussi de devoir aller au magasin du coin en 4e vitesse parce qu'on n'avait pas le bon format pour les badges. Hein, c'est fait de ça aussi. Il n'y a pas de grande construction hein, sans la myriade des maçons. On a collectivement besoin de chaque engagement individuel. Chacun de vos engagements est précieux, hein, parce que c'est fait de ça. Dans une cathédrale, il y a beaucoup de pierres, et chacune des pierres est nécessaire. Alors, derrière Dominique, il y a le bureau de l'association. Hein, donc il y a Frédéric Herpicom, notre vice-président. Il y a Georges Garcia, notre trésorier adjoint. Mention spéciale à Daniel Durieux, hein, qui est notre trésorière, et qui a accompagné Jean-Louis Lemoigne pendant 40 ans. Alors, immédiatement derrière le bureau, un peu comme d'autres anges, on a Philippe Florence, hein, que vous avez vu également. Jérôme Lazare, notre gardien du temps émérite. Et puis, on a eu Soraya aussi, qui nous a bien aidés là aujourd'hui pour accueillir. Et on a même eu Olivier Genelot qui s'est improvisé ce matin pour vous accueillir avec les badges. Alors, je ne vais pas citer tous les intervenants, vous les avez vus, ils ont été présentés, mais derrière toutes ces personnes que je viens de citer, hein, qui s'occupaient de la partie un peu obscure hein, de l'organisation, hein, c'est la logistique, c'est des trucs qui ne sont pas très très sexy. Voilà, on a des intervenants qui ont travaillé sur le contenu depuis des mois, hein, de façon à ce que le colloque soit à la hauteur de Jean-Louis. Et enfin, je me suis noté, hein, il n'y a pas d'orateur sans audience. Donc voilà, je voulais vous remercier, vous aussi, d'avoir été là. Sachez que dans un monde saturé de sollicitations au quotidien, je parlais de Cyril Hanouna ce matin, eh bien, faire ce choix, je crois que c'est un engagement très fort. Hein, être ici jusqu'à maintenant, compte tenu de la densité aussi hein, des propos, ça n'est pas rien. Vous êtes plusieurs à avoir pris des RTT, à venir de loin. Donc je vous en remercie. Hein, c'est à la hauteur, je crois, des défis auxquels on doit faire face. Alors j'ai été marqué, comme je disais, par un certain nombre de points forts aujourd'hui. Le premier point, c'était l'absence radicale de la jeunesse en dessous de 40 ans. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai proposé à Jérôme d'improviser en les faisant venir. C'est un vrai défi pour nous. Donc je remercie pour vos témoignages, hein, j'ai pris note. C'est quelque chose qu'on travaille depuis un certain temps. Comment faire en sorte que la jeunesse d'aujourd'hui puisse venir? Alors récemment, on y reviendra un peu plus tard, mais récemment, une jeune m'est rentrée dedans, amicalement. Elle m'a dit, mais épistémologie, mais si tu veux accueillir les jeunes, si tu veux que les jeunes viennent, il faut assumer la politique. Toute action est politique. Alors c'est quoi la politique de l'association? Voilà, alors depuis, je me suis mis à travailler à ça. Je pense qu'effectivement, il faut que les jeunes voient effectivement qu'est-ce qu'on porte en fait comme vision. L'absence de parité manifeste. Hein, ça n'a pas été évoqué, mais il y a quand même sensiblement plus d'hommes que de femmes ici. Et je pense que c'est un sujet aussi. Hein, de manière générale, la diversité est un sujet pour nous. Alors après, au-delà de ces remarques qui sont un peu des méta-remarques, hein, c'est juste observer la salle finalement, sur les contenus de ce qui a été dit maintenant, à l'intérieur. Alors je retiendrai une notion d'hygiène de l'esprit.
qui consiste en fait à... on peut appeler ça le tir inclus. Je pensais à la question de la pauvreté tout à l'heure. À chaque fois, quand on va chercher justement ce qui est exclu et qu'on fait l'effort de se relier à ça, c'est toujours très fécond. Je retiens aussi la notion de construire le problème, déplacer la question. Hein, c'est un petit peu ce qui est en filigrane de toutes les interventions. Alors, j'ai aussi été attentif à ce que j'appellerais les lignes de tension. Les lignes de tension provenant justement du fait que, regardant, on découpe quelque chose. Et dans ces découpages, faits par chacun, il y a des lignes qui apparaissent de frontières, plus ou moins poreuses. Alors c'est le cas entre les courants épistémologiques. Hein, Marie-Josée Avenier a bien montré dans son tableau à quel point il y a cette coupure entre naturel et artificiel. Il y a ces coupures entre post-positivisme, réalisme critique et constructivisme. Il y a des coupures entre les associations qui parlent de complexité. Hein. Il y a la CET, il y a l'association de Palo Alto, il y a AEMCX, Welcome Complexity, XSHS, l'Institut des systèmes complexes de l'Île-de-France, j'en passe et des meilleurs. À chaque fois, vous avez des lignes de tension, potentiellement. C'est pas négatif pour moi, une ligne de tension. C'est juste que voilà, il y a un dialogue qui potentiellement ne se fait pas. Vous avez aussi des lignes de tension entre les couches logiques de la connaissance, ceux qui sont au niveau des bas-fonds de l'épistémologie, et puis ceux qui sont dans la pratique réflexive, qui s'autorisent souvent beaucoup plus d'aisance, en lien à une pratique qu'ils doivent mener. Et entre les deux aussi, il y a un dialogue à mener, et potentiellement des lignes de tension. On a vu, au travers du mot complexité, on a vu la diffraction que ça peut proposer entre les différents. C'est aussi utiliser le mot complexité, dites aux gens que c'est quoi complexité pour vous. C'est une bonne manière en fait de savoir depuis où ils parlent et donc de voir quelles sont justement les différentes lignes de tension. Qu'est-ce que je me suis noté? Il y a aussi une tension entre l'épistémologie et puis l'existentiel, l'engagement, qui s'articule un peu autour de la contrainte temporelle. Quand vous êtes pris par le temps, quand vous êtes dans l'engagement, pas forcément le temps de prendre le recul épistémologique, construire le problème et ainsi de suite. Bon. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important dans les lignes de tension à travailler entre nous. Plus généralement, entre science et expérience. Alors, j'ai une anecdote là-dessus qui m'a beaucoup fait rire. C'est ma femme, à un moment, au bout de 7 ans de vie commune, on a eu une illumination. Elle dit, mais en fait, moi, je suis passionné par la connaissance, et elle est passionnée par l'expérience. Voilà, donc d'un seul coup, ça a été... alors, maintenant, on se comprend beaucoup mieux. Mais les deux coexistent, et un dialogue, là encore, entre ces deux-là est nécessaire. Alors, on a aussi une intervention, je trouve, assez forte sur la question des écosystèmes industriels organisés autour du bien commun. Alors, je suis très sensible, puisque je suis moi-même, pour gagner ma vie, je travaille essentiellement sur ce type de sujet. Et j'avais une anecdote, parce que je crois que c'est Philippe Florence qui a parlé des 20 000 variables. Alors, il y a des entreprises qui ont des systèmes de gestion du cycle de vie du produit, et en fait, ils se sont fait des supercalculateurs pour pouvoir gérer les 300 000 variables dont ils ont besoin. Donc il y a quand même des gens qui y croient, qui font tourner ces heuristiques, mais sans forcément avoir les racines épistémologiques sous-jacentes. Alors, moi, j'y suis sensible parce que, l'air de rien, tout ce qui est autour de nous provient quand même d'écosystèmes industriels. Donc ça a une dimension pratique quand même assez essentielle pour les populations d'aujourd'hui, pour la pauvreté aussi d'ailleurs. Donc maîtriser en fait ces questions de système industriel, je pense que c'est un morceau essentiel dont on ne doit pas se tenir à l'écart, sous prétexte qu'un peu sale, un peu dans le cambouis. Alors ça n'empêche pas qu'il y a aussi une vraie problématique sur ce que j'appelle les fractures épistémologiques, qui ne sont pas forcément des fractures, en tout cas il y a des coupures. Donc il y a un travail de fond à mener. La régénération épistémologique, elle est encore en cours. Jean-Louis a fait des progrès énormes, Edgar a fait des progrès énormes. Ce sont deux parmi de très nombreux auteurs. Un certain nombre ont été évoqués par Marie-Josée. Philippe Florence et beaucoup l'Énaction, par exemple. Une autre manière de prendre la chose. Pour moi, c'est au cœur de ce que nous avons à faire en commun que de maintenir le dialogue et pour aller à la régénération épistémologique profonde. L'équivalent d'un paradigme positiviste qui serait un paradigme régénéré, n'existe pas encore. Je pense que c'est important de l'évoquer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que
il y avait une citation de Stéphane Bernard qui parlait de la pince entre l'analytique et le systémique. C'est une manière de le dire. Aujourd'hui, on n'a que ça. Donc moi aussi, hein, quand je suis dans les organisations, j'utilise la pince. Mais je sens bien que ça ne va pas. Il y a un moment, il y a une coupure. Bon. Donc ce travail est encore en cours. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre encore? Oui, l'illusion de maîtrise et l'absence de limite comme expression. Alors, ah oui, j'avais une question taquine. Je me dis, quelle approche plausible pour relier ce qui est séparé au niveau épistémologique? Pas simple. Alors, le prémisse du constructivisme, qui est que le sujet construit la connaissance au travers de ses interactions. Hein, une fois qu'on s'intéresse aussi à la bio, physio, psycho, socio-anthropo, on ne peut qu'en constater que chacune des personnes qui est ici dans cette salle ne perçoit pas le monde de la même manière et ne pense pas de la même manière. Donc on n'est authentiquement pas dans le même monde. Pour de vrai. À partir du moment où on pense comme ça, je me suis aperçu aussi en observant que les différentes personnes qui sont dans telle ou telle approche épistémologique, en fait, sont souvent, en tant qu'être humain, un système de valeurs existentielles qui correspond à l'approche épistémologique. Parce qu'en fait, c'est ce qui correspond à leur propre manière d'exister. En fait, au travers du dialogue entre les différents courants, il y a un dialogue entre différentes manières d'exister en latence. Tout ça, j'espère qu'on aura l'occasion de l'explorer ensemble, au fur et à mesure. Mais pour moi, tout ça se ramène à le point fort majeur, qui est qu'on a une responsabilité collective qui est d'orchestrer intelligemment les intelligences de chacun, à commencer par nous, ici, dans cette association. Voilà pour quelques... Bon, je n'ai fait qu'un petit pot pourri, mais je vais revenir maintenant à ce que j'avais prévu de vous dire, au-delà de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors je crois que j'ai oublié d'avancer ici, hein, toujours pour les petites images. Ça, c'était pour la notion de pilier, de temps fort de la journée. Oui, je pense qu'il y avait des piliers assez forts. Alors j'appuie encore, mais... Ah oui. Oui, ça, je l'ai mis pour rendre hommage encore à Edgar et à Jean-Louis. La tête, c'est un peu celle de Jean-Louis, et vous voyez, les murs, c'est un peu positivisme, la pensée fermée, le totalitarisme, les autocraties, les silos disciplinaires. Voilà. Pour moi, c'est plus possible après Edgar et Jean-Louis, et pour moi, c'est aussi ça leur héritage, de fermer sa pensée et d'être dans un silo disciplinaire. Partout où en fait ils voyaient qu'il y avait du cloisonnement, de la fermeture, de la réduction, de la séparation, du rejet, inlassablement, ils sont revenus pour argumenter qu'il fallait réouvrir, qu'il fallait relier, et ainsi de suite. Pour ça, ils nous ont donné déjà un certain nombre d'outils qui nous permettent de faire face à de multiples points de vue dogmatiques, totalitaires. Donc ces outils, ils sont déjà là. Donc pour moi, c'est une des responsabilités de l'association, c'est de continuer à diffuser, infuser ça avec force. Alors maintenant, j'aimerais vous faire part de ma perception intime de l'actualité de l'œuvre de Jean-Louis. Le monde dans lequel on évolue, il est en constante mutation, avec des enjeux qu'il est convenu d'appeler complexes, globaux, etc., et qui exigent des approches régénérées. J'ai mis ici une image d'un petit ouragan pour l'évoquer. Alors, les événements qu'on considère comme naturels, on ne peut plus les expliquer avec les méthodes traditionnelles. Ça a été évoqué pas mal de fois aujourd'hui. Il y a des rétroactions complexes à l'échelle mondiale. Je retiendrai 3 aspects. L'individu ne peut plus prétendre être isolé des autres. Donc la reliance, la fraternité devient un sujet majeur. L'agrégation des actions a un effet macro à l'échelle planétaire qu'on ne peut plus négliger. Donc ça aussi, on ne peut plus s'isoler du reste du monde en disant toute chose égale par ailleurs, je peux continuer à prendre ma douche pendant 30 minutes à l'eau chaude. Je dis ça parce que je continue à le faire. L'ère du toute chose égale par ailleurs des silos disciplinaires, en particulier de l'économie, est révolue. Alors, le terme d'anthropocène, qui reste à bien détourer, désigne néanmoins, à mes yeux, le meilleur terme pour qualifier en fait cette ère où l'action collective de l'humanité sur la planète ne peut plus être négligée. Alors, l'anthropocène. Et là, pour moi, on est au cœur de l'actualité de Jean-Louis et Edgar.
Pourquoi? Parce qu'une clé de lecture profonde de l'Anthropocène, c'est précisément le glissement de paradigme épistémologique qui est en cours, et de la science qui l'étudie, la paradigmologie. Alors, pourquoi? Parce que le paradigme technoscientifique, qui a été formalisé sous forme de positivisme, eh bien, il a éminemment développé la puissance des hommes sur son environnement. Et en fait, à tel point que ces derniers font précisément face aux limites de la planète. C'est grâce à ça qu'on a atteint les limites de la planète. Ça rejoint aussi la remarque de Philippe sur l'illimitation, l'absence de limites. Ça va avec un certain système de valeurs. Donc là, ça rejoint la remarque sur la connexion entre épistémologie et système de valeurs. Alors, c'est associément, le positivisme est usuellement associé à un système de valeurs de type stratégique. C'est-à-dire, j'ai des œillères, je veux atteindre mon objectif, tous les moyens sont bons pour atteindre ma fin. Ils sont encore nombreux, mais ils sont en déclin. Donc le positivisme, il était caractérisé par des prémices, qui étaient l'existence de lois universelles, la primauté des mathématiques et la conception d'objets indépendants du sujet. Alors, ça a façonné nos modes de pensée, mais aussi ça a complètement façonné nos institutions, nos organisations, et ainsi de suite. Alors, ça rejoint aussi toute la thématique que j'évoquais avec certains d'entre vous sur les systèmes d'éducation. Ils sont tous disciplinaires. Donc aujourd'hui, infuser un agir et penser en complexité dans des institutions qui elles-mêmes ont été complètement façonnées et organisées autour de cette division, c'est très très difficile. Idem pour les COMEX. Donc les COMEX sont divisés en disciplines. Mais c'est totalement, ça crée en fait à l'intérieur des paralysies phénoménales. Donc il y a fort à faire. Alors, les sciences dites dures, ce qui est intéressant, c'est qu'elles-mêmes font face à une situation qu'elles ont largement contribué à engendrer. Alors, en paradigmologie, on parle d'énantiodromie, qui est un mot vraiment savant pour parler de yin et de yang. Il y a le noir se développe, mais il y a le blanc dedans qui va se développer, qui va finir par le phagocyter. Alors, de l'autre côté, Jean-Louis, justement, il a travaillé à consacrer sa vie à la conceptualisation d'un paradigme constructiviste émergent, et il nous invite à repenser ces notions de vérité universelle qui sont absolutisantes. Et ce paradigme constructiviste, du coup, il ouvre le champ, les perspectives, les opportunités. Alors c'est vrai que c'est au prix de l'abandon de l'idée d'une vérité absolue. Alors c'est vrai que ça ne va pas plaire aux terroristes. Mais au prix de cet abandon, on ouvre complètement le jeu. Alors, du coup, ici, un petit peu en arrière, ça c'était pour illustrer la façon dont Jean-Louis, souvent d'ailleurs dans un tunnel noir, parce qu'il n'était pas toujours entouré d'amis, a pu aller vers la lumière et nous l'ouvrir. Ici, c'est le truc le plus flippant. Mais pour moi, il est essentiel. C'est-à-dire que mon engagement, il vient de là. L'enjeu d'un glissement de paradigme épistémologique, il est sociétal et politique. La paradigmologie met en évidence que tout glissement de paradigme profond dans l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui s'est effectué au travers de périodes de troubles, de crises, de confusion, d'anarchie, de chaos, de totalitarisme parfois. Donc on n'est pas juste en train de parler, c'est pas du blabla quoi. Pour moi c'est ça, le fondamental de l'affaire. Et d'ailleurs on voit bien avec l'émergence de Poutine, avec l'émergence en Chine, il y a toute une série de totalitarismes qui se dessinent, et qui, eux, pour le coup, se nourrissent du trouble et du chaos. Et pour moi, un des enjeux du réseau que nous formons, c'est de réduire la durée de cet intermède de trouble. Je suis modeste. Alors, maintenant, j'aimerais juste esquisser rapidement la suite. Je dis rapidement parce que Jérôme m'a indiqué qu'il restait quelques minutes. Alors, on a une responsabilité collective exigeante devant l'héritage. Alors, il ne s'agit pas d'ériger une statue ou de mettre Jean-Louis dans le formol. Il s'agit d'œuvrer dans son esprit à développer notre propre autonomie, notre propre pensée. Alors, c'est une responsabilité collective également de lutter, dans la lignée de Jean-Louis et d'Edgar, contre toutes les formes d'absolutisation, de dogmatisme, de totalitarisme. J'ajouterais aussi que c'est de lutter contre le relativisme qui mène au nihilisme, qui était un peu pas très présent à l'époque de Edgar et Jean-Louis, mais qui monte en puissance et qui est dramatique, tout aussi dangereux, voire plus, il faut argumenter. Donc, agir en pensant à complexité, par construction, ça ne peut pas se faire en répétant à la lettre une méthode. Et du coup, notre responsabilité collective, comme collectif humain, en fraternité, c'est de nous aider justement à nous élever, à nous ériger, à dialoguer, à ne pas dégénérer. Alors, dans cette perspective,
vraiment le socle de l'association dans sa suite, c'est un rhizome. J'ai mis ici les racines d'un arbre. C'est de développer les liens entre nous, c'est d'être un milieu vivant d'accueil et de tissage de ce rhizome. C'est d'être un lieu en fait, de refuge et d'accueil aussi de tous ceux qui sont en souffrance, du fait des forces de dissociation qu'ils subissent. Quand je dis ça, je pense à Soraya, mais pas seulement. Il y a plusieurs jeunes qui nous ont rejoints, qui sont venus en disant « je ne comprends pas, je travaille bien, je pensais qu'on allait répondre à mes questions, et en fait, plus j'avance, plus ça ne fait pas de sens. Donc je suis dans le désarroi le plus total. » On a une responsabilité vis-à-vis de cette jeunesse-là. Le milieu associatif, c'est à la fois un moyen et une fin. C'est une fin en tant qu'il est un lieu de ressourcement, de réunion, de partage, et puis aussi un moyen, parce que c'est lui qui va permettre en fait, de constituer l'humus humain parmi nous, qui va permettre de régénérer, de nourrir des initiatives et des travaux nécessaires. Donc ça sera notre premier focus, c'est vraiment le socle. Maintenant, au-delà de ce tissage, le réseau intelligence de la complexité va chercher à favoriser l'émergence de chemins plausibles. Il y en a un, je l'ai cité, c'est de lutter. Alors, comme ici, face au totalitarisme, on voit que ce n'est pas forcément facile, mais c'est nécessaire. Maintenant, lutter contre les totalitarismes, c'est épuisant. Quand on se prend 4 tanks sur la figure, c'est quand même pas très agréable. Donc, plus positivement, il convient surtout de proposer des chemins plausibles et aspirationnels sur lesquels s'engager. Donc, notre responsabilité collective, en tant qu'association, c'est de régénérer en profondeur les façons d'agir et de penser, c'est de mener à bien le travail de régénération épistémologique, qui est encore inachevé, c'est d'ouvrir justement des chemins plausibles face aux défis de l'anthropocène et des technologies de l'esprit, de régénérer l'humanisme, et puis d'assumer un positionnement politique au sens noble, affirmatif, avec un enracinement ferme, clair et assumé. Alors, la régénération, elle est en marche. Et à l'Assemblée générale extraordinaire là, du 1er décembre, qui vient bientôt, on va officialiser une stratégie qui consiste à avoir des cercles constitués pour avancer sur des thématiques. Chaque cercle aura une grande autonomie, le réseau apportera tout l'appui. Je vais vous en citer 3 qui vont être officialisés. Il y a un cercle sur l'économie régénérative et la transformation des organisations. Il y en a un sur la régénération du système de santé. Il y en a un sur la régénération du système éducatif. Alors, je vais vous dire, je suis très très enthousiaste et très confiant sur la suite. À l'époque de Jean-Louis, il y avait trop peu de monde. Jean-Louis et Edgar sont des précurseurs. Donc ils n'avaient pas la masse critique. Aujourd'hui, je pense qu'on a la masse critique. À titre d'exemple, sur le système de santé, nous avons dans l'association Sandra Berthézen, qui est la chaire service santé au CNAM. Nous avons Thomas Lefebvre, qui est au Conseil de la santé publique, qui est un docteur en sciences des systèmes complexes, qui est aussi chirurgien, médecin légiste, etc. Nous avons Jean-Marie Fessler, qui a été pendant 10 ans conseiller de la MGEN et qui a dirigé les hôpitaux de la MGEN pendant très longtemps. Voilà, juste de mémoire. Ah oui, on a Guy-André Bois, qui s'est passionné pour le sujet pendant le Covid. Alors lui, en revanche, il vient de l'ingénierie système, et donc il a appliqué toute la démarche d'ingénierie système en fait, à comment on pourrait faire la réingénierie du système de santé. Et toutes ces personnes sont prêtes à participer à ce cercle qui va chercher à élucider la question du système de santé. Et il ne faut pas croire que parce qu'on a juste 5, 6, 7 personnes qui s'attaquent à un sujet qu'ils ne peuvent pas le traiter. Ce n'est pas parce qu'il y a un ministère avec des milliers de gens qu'ils ont pris le loisir et qu'ils avaient l'intelligence de pouvoir élucider la situation, parce qu'ils sont dedans. Voilà. Donc des cercles comme ça, en puissance, moi j'ai un tableau Excel où j'en ai une quarantaine, parce que des sujets à élucider, il y en a un paquet. La question, c'est juste d'arriver à réunir une masse critique de gens qui ont des angles de vue complémentaires et qui ont la capacité à dialoguer ensemble et les techniques pour élucider une situation. Voilà. Ça, c'est juste pour vous parler uniquement des cercles. Voilà. Donc je pense qu'on a plein de pain sur la planche. Et donc, je vous invite, vous l'avez compris, on a de hautes ambitions. Alors ça m'a fait penser à We Want You for the US Army, ce truc-là. C'est pour ça que je l'ai choisi. Mais on a besoin de chacun de vous. Vous avez tous des compétences, quelles qu'elles soient. Comme vous l'avez vu, il y a tout un back-office où il y a besoin de gens très opérationnels sur des sujets pas toujours drôles.
Par exemple, manipuler des fichiers Excel pour faire de la trésorerie, voilà, ça fait partie des sujets. Et puis, si vous êtes passionné par les sciences cognitives, eh bien, il y a des cercles qu'on a déjà envisagés sur cette question-là. Donc, tout ne dépend que de vos énergies. Donc, si vous avez quelque chose qui vous tient très à cœur et que vous dites, en fait, j'aurais toujours voulu faire ça, mais seul, je ne vois pas comment faire, contactez-nous, et puis on va regarder à l'intérieur de l'association, il y a 4500 personnes sur la liste de diffusion, on va regarder dans l'association qui, en fait, comme vous, se dit la même chose et aimerait avancer sur un sujet. Voilà. Quoi qu'il arrive, et ça c'est Dominique qui m'a dit de ne pas l'oublier, adhérez à l'association. Je vous remercie. Je déclare officiellement le verre de l'amitié ouvert.